allons voir les cirrhoses. Voici le plan que nous allons adopter. Donc, nous allons la définir. Nous allons voir les approches physiopathologiques, le diagnostic clinique, les causes ou les étiologies des cirrhoses. On va parler de la cirrhose décompensée, c'est-à-dire les complications, essentiellement l'acide, l'hémorragie digestive, le carcinome hépatocellulaire et l'encéphalopathie hépatique, et nous terminerons par les points forts. Alors, pour illustrer la définition, alors il faut oublier ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire que la cirrhose est un état irréversible. Maintenant, vous allez voir, si on fait le diagnostic de cirrhose précoce, on pourra donner un traitement, par exemple dans l'hépatite C, dans l'hépatite B, dans l'hépatite auto-immune. Si vous avez une cirrhose précoce, une jeune cirrhose, qu'on verra tout de suite après, qu'on appelle l'hépatopathie chronique avancée compensée, l'HCAC, eh bien, si vous faites le diagnostic à ce stade, eh bien, vous avez gagné la partie. La cirrhose ne va pas décompenser, elle ne va pas donner les complications que nous allons voir. Alors, la définition est histologique, comme vous voyez sur l'image de gauche. C'est un processus diffus caractérisé par une destruction hépatocytaire, architecture, et ce que vous voyez en rouge, c'est de la fibrose qui va cerner des nodules qu'on appelle des nodules de régénération. Souvenez-vous, quand on avait fait le cours sur les hépatites chroniques, on a dit qu'il y a des lésions nécrotico-inflammatoires, et ces lésions nécrotico-inflammatoires, quand elles vont cicatriser, elles vont donner de la fibrose. Et quand il y a beaucoup de fibrose, ça évolue vers la cirrhose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la cirrhose fait le lit du cancer. Vous allez voir quand vous ferez les tumeurs du foie que 80 à 90% des carcinomes du foie, donc des cancers du foie, surviennent sur un foie de cirrhose. Alors, cette description de la cirrhose donc, a été faite il y a 2 siècles par René Laennec, donc, qui est l'inventeur du stéthoscope. Alors, les conséquences. Quelles sont les conséquences de la cirrhose? D'abord, c'est l'insuffisance hépatique, donc le facteur 5 est bas, le TP est bas, l'albumine est basse. Il y a une hypertension portale, c'est les varices œsophagiennes, et comme je viens de le dire, la cirrhose fait le lit du cancer et vous avez un carcinome ici hépatocellulaire sur foie de cirrhose. Alors, il faut retenir que tout nodule sur foie de cirrhose est un carcinome hépatocellulaire jusqu'à preuve du contraire. L'hypertension portale, vous savez, c'est l'augmentation de pression dans le territoire porte. La meilleure définition, elle est hémodynamique. Et c'est le gradient de pression porto-cave. On fait la pression sushépatique bloquée moins la pression sushépatique libre. Et quand ce gradient dépasse 5 mm de mercure, on a une hypertension portale. Entre 5 et 10, l'hypertension portale est asymptomatique. Entre 12 et 25, il y a développement des varices. Elle devient symptomatique. Et au-delà de 25, il y a une rupture de varices œsophagiennes, il peut y avoir de l'acide, l'HTP est compliqué, l'hypertension portale est compliquée. Donc vous voyez que c'est le gradient de pression qui est pronostique, mais on ne le fait pas en pratique courante parce que c'est invasif, il faut faire un cathétérisme jugulaire interne. Je l'ai dit en définition, c'est bien de faire le diagnostic d'hépatopathie chronique avancée compensée. C'est ce qu'on appelle l'HCAC. Donc, j'ai imagé par un iceberg. Donc, tout ce qui est dessus, c'est la cirrhose un peu compensée et décompensée. Et vous avez donc en dessous, la partie immergée de l'iceberg, c'est l'hépatopathie chronique avancée compensée. C'est-à-dire, c'est la cirrhose très précoce, très jeune, ou la cirrhose cachée. Alors, cette cirrhose cachée, comment on peut faire le diagnostic? Eh bien, grâce à ce qu'on a vu dans les hépatites chroniques, grâce au fibroscan. Donc, grâce au fibroscan, on peut faire le diagnostic d'hépatopathie chronique avancée compensée. Et je l'ai dit en introduction, si vous faites le diagnostic précoce,
vous allez donner soit un traitement d'hépatite B si c'est du VHB, soit le traitement d'hépatite C ou bien le traitement d'une hépatite auto-immune. Alors, il faut 2 mesures de fibroscan pour faire le diagnostic d'une HCAC, donc hépatopathie chronique avancée compensée. On fait 2 mesures et tout ce qui est supérieur à 15 kPa, c'est une HCAC. Entre 10 et 15, le diagnostic est suspecté, donc on doit refaire le fibroscan. Et inférieur à 10, on peut exclure ce diagnostic. Donc, vous avez un moyen simple, non invasif, qui n'est pas la biopsie hépatique, et le fibroscan pour faire le diagnostic d'HCA-C. Alors, dans cette cirrhose, vous avez plusieurs stades, essentiellement 3 stades. Le stade compensé, et on vient de le voir, c'est le stade 0 où il n'y a pas de varices, où il n'y a pratiquement pas d'hypertension portale. Et si vous faites l'élasticité hépatique, vous allez tomber sur une HCA-C. C'est entre 15 et 20, avec un gradient de pression entre 5 et 10. Et souvenez-vous, quand le gradient est entre 5 et 10, il n'y a pas encore développement des varices œsophagiennes. À partir d'une élasticité supérieure à 20 et supérieure à 10 pour le gradient de pression, on a une hypertension portale, mais on n'a pas encore développement de varices. Ensuite, dès que ça dépasse 10, donc à 12, 14, 15, on est dans le stade des varices. Le stade 3, vous êtes en décompensation, donc vous pouvez avoir donc une hémorragie digestive. Ensuite, le stade 4, vous avez aussi donc, de l'hémorragie ou de l'acide. Stade 5, une autre décompensation, par exemple par l'acide. Et le stade 6, c'est le dernier stade où vous avez donc l'acide réfractaire, c'est-à-dire celle qui ne répond plus au traitement médical, celle où on retrouve de l'encéphalopathie hépatique, de l'ictère, des infections et une défaillance rénale ou d'organes qu'on appelle la décompensation aiguë sur cirrhose ou l'acute on chronic liver failure, c'est-à-dire vous avez une décompensation aiguë sur foie de cirrhose. Et c'est important de connaître ces différents stades. Pourquoi? Parce que si vous avez un stade compensé asymptomatique, comme on en a parlé tout à l'heure, l'HCAC, vous avez une survie à 12 ans. Donc, c'est à peu près comme la population générale. Mais si vous arrivez au stade décompensé avec l'acide, surtout l'encéphalopathie hépatique, la survie ne va pas dépasser 2 ans. Donc, c'est bien de faire j'insiste, et c'est bien de faire des diagnostics précoces. Alors, le diagnostic se fait en 3 étapes. Si vous voulez, on résume rapidement la première partie. Donc, la définition de la cirrhose, on a dit qu'elle était histologique. Donc, c'est un bouleversement de l'architecture avec une fibrose mutilante. J'ai dit la fibrose est la conséquence des lésions nécrotico-inflammatoires avec formation de nodules de régénération. 3 conséquences: l'insuffisance hépatique, l'hypertension portale et le CHC précoce grâce au fibroscan. Et on va faire le diagnostic d'HCA-C, hépatopathie chronique avancée compensée, supérieure à 15 kPa. Alors, le diagnostic positif, il est clinique et morphologique. On verra le diagnostic étiologique et le diagnostic de gravité. Alors, les circonstances de découverte, elles sont donc pas toujours spécifiques. Une asthénie, ça peut être fortuit au cours d'un examen clinique. On va retrouver une splénomégalie ou des signes d'hypertension portale, comme aussi la circulation veineuse collatérale. Biologique, on a une anomalie du bilan hépatique. Sur l'échographie, on peut retrouver des modifications de la glande hépatique ou bien sur des complications, hémorragie ou acide. Les signes physiques, vous en avez, ils sont de 3 ordres. Les signes d'HTP, comme je viens de le dire, splénomégalie, circulation veineuse collatérale. L'hépatomégalie, elle est ferme, non douloureuse et elle est caractérisée par le bord inférieur tranchant, comme vous l'avez appris en sénio.
Les signes d'insuffisance hépatocellulaire, comme vous les avez appris en sémio, les angiomes stellaires, l'érythrose palmaire, l'hypogonadisme et la gynécomastie. Alors, voici quelques exemples de manifestations cliniques. Un angiome stellaire, voilà. Une circulation veineuse collatérale abdominale, une circulation veineuse collatérale très particulière qui se fait autour de l'ombilic, ici, qu'on appelle la circulation de Cruvellier, parce qu'elle naît de la branche portale gauche, donc il y a une reperméabilisation à partir de la branche portale gauche. Sur le plan biologique, deux examens essentiels généraux, c'est la formule numération sanguine. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Vous allez rechercher un hypersplénisme en voyant surtout les plaquettes, une baisse des globules blancs et une baisse des globules rouges. Sur l'exploration fonctionnelle hépatique, vous allez rechercher dans le stade avancé une insuffisance hépatique, donc qui est caractérisée par un TP bas, un facteur 5, c'est mieux si vous avez le facteur 5, une hypocholestérolémie par exemple, une hypoalbuminémie, puisque vous savez que tous les métabolismes se font au niveau du foie. Alors sur le plan endoscopique, on va rechercher des signes d'hypertension portale, essentiellement les varices œsophagiennes ou les varices œsogastriques ou gastriques ou la gastropathie hypertensive. Mais maintenant, on verra que tout à l'heure, en faisant un diagnostic précoce grâce au fibroscan, vous pouvez indiquer l'endoscopie. On verra après. Sur le plan de l'imagerie, c'est l'échodoppler qui va montrer une augmentation des résistances hépatiques avec un flux hépatophyge. Pourquoi? Parce que donc, il y a une hypertension portale, il y a une augmentation de la résistance intrahépatique, donc il va y avoir des troubles à l'écoulement du sang, une augmentation du diamètre du transport de la veine splénique, une augmentation de la rate, donc une splénomégalie. Vous allez rechercher des voies de dérivation et comme on l'a vu sur le patient précédent, une reperméabilisation par la veine ombilicale. Le diagnostic de certitude se fait à la biopsie par voie transcutanée ou transjugulaire, mais je vous ai dit maintenant, de moins en moins, on fait la biopsie, on a recours au fibroscan qui permet surtout les diagnostics précoces. Alors, voici les signes endoscopiques d'hypertension portale. Vous avez des varices grade 1 ici, donc qui s'affaissent à l'insufflation. Grade 2, elles sont proéminentes dans la lumière, mais elles ne ferment pas. Et les grades 3, elles ferment complètement la lumière. Alors, quand est-ce que je vais poser l'indication de la fibroscopie? Eh bien, c'est quand j'ai des plaquettes basses et un fibroscan supérieur à 20 kPa. Si j'ai un fibroscan avec une élasticité supérieure à 20 kPa et des plaquettes inférieures à 150 000, il faut poser l'indication d'une endoscopie, ça veut dire que je vais trouver des grosses varices. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de faire l'endoscopie. Donc, ça permet aussi, le fibroscan avec les plaquettes, donc le couple fibroscan-plaquette permet de sélectionner les patients pour l'endoscopie. Alors, voici les varices œsogastriques de type 1. Elles sont, donc, c'est des varices œsophagiennes et qui vont dans l'estomac, puisque c'est varices œsogastriques. Donc, œsophagiennes et gastriques. De type 1, elles vont vers la petite courbure gastrique et de type 2, elles vont vers la grande courbure gastrique. Il est important de les différencier parce qu'on verra que le traitement est différent entre les varices œsogastriques de type 1 et les varices œsogastriques de type 2. Alors, toujours dans les signes d'hypertension portale, vous avez la gastropathie hypertensive, c'est-à-dire qu'il y a à cause de l'hypertension portale, vous allez avoir des modifications de la muqueuse gastrique que vous allez trouver dans l'estomac, au cours d'un examen endoscopique, et vous allez trouver la gastropathie hypertensive de type modéré, vous l'avez ici en mosaïque, et vous avez la gastropathie hypertensive plus sévère avec des signes rouges, avec des microcaillots rougeâtres sanguins. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, il peut s'agir soit d'une HCAC, soit d'une cirrhose compensée, soit d'une cirrhose décompensée.
il faut qu'on fasse le diagnostic étiologique. Alors, quelles sont les causes des cirrhoses? Alors, comme on l'a vu pour les hépatites chroniques, ça peut être viral, c'est le virus C, virus B ou virus D. Souvenez-vous que c'est ces virus qui vont vers la chronicité. Le A et le E, on avait dit, ne vont pas vers la chronicité. Pour les dysimmunitaires, nous avons l'auto-immune, la cholangite biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive. On a l'alcool, on n'est pas un pays d'alcool, mais l'alcool peut donner donc une cirrhose. Vasculaire, c'est surtout le syndrome de Budd-Chiari, donc une thrombose des veines sushépatiques, d'accord. La maladie véno-occlusive, c'est une thrombose des veines centrolobulaires. Le foie cardiaque. Métabolique, c'est la maladie de Wilson, comme on l'a vu au cours des hépatites chroniques. L'hémochromatose, c'est la surcharge en fer, donc primitive, génétique. Le déficit en alpha-antitrypsine, comme on l'a vu au cours de notre conférence sur le déficit en alpha-antitrypsine. Et il y a une étiologie qui est en ce moment très importante, c'est la NASH, donc la non-alcoolostéatohépatitis, donc qui survient chez des patients qui sont obèses, en surpoids et qui ont un syndrome métabolique. Alors, vous voyez, NASH, pourquoi non-alcoolostéatohépatitis? Ça veut dire que c'est une stéatohépatite, ça ne passe pas par une hépatite chronique, mais ça passe par une stéatohépatite. C'est la même image que pour l'alcool, sauf qu'ici on dit non-alcoolostéatohépatitis. Les autres causes, vous avez des cirrhoses biliaires secondaires, par exemple après un obstacle sur les voies biliaires, toxiques, les médicaments, et qu'aucune étiologie trouvée, on parle de cirrhose cryptogénétique. Cirrhose cryptogénétique. Alors, on va voir un peu dans le détail. D'abord, si vous allez en Europe, vous allez trouver 80% d'éthylisme, alors que chez nous, dans le service, c'est 1% d'éthylisme. Les virales en Europe, c'est à peu près 10%, chez nous, c'est à peu près 50%. Donc voilà à peu près pour donner une image, c'est juste pour vous dire que l'alcool est très rare chez nous. Et les cryptogénétiques sont à 15% et en Europe, elles sont à 5%. Alors il faut savoir que dans les cryptogénétiques, il peut y avoir des NASH où on n'a pas fait le diagnostic. Il peut y avoir des auto-immunes séronégatives qui ne s'expriment pas par les auto-anticorps. Il peut y avoir une intoxication alcoolique inavouée, c'est-à-dire que c'est le patient qui boit mais qui va vous dire « j'ai jamais bu de l'alcool ». Donc, dans ces cryptogénétiques, il faut toujours bien fouiller l'enquête pour réduire leur pourcentage. Alors, aux USA, par rapport à l'Europe, vous savez que les États-Unis est un pays d'obésité. Il y a 30 millions d'obèses, 30 millions d'obèses aux États-Unis. Et une des causes de cirrhose chez 25% des patients, vous voyez que c'est la stéatose du foie. Alors que l'alcool, aux États-Unis par rapport à l'Europe, c'est 14%, et l'hépatite C, c'est 48% aux États-Unis. Donc vous voyez que ce n'est pas la même épidémiologie entre les États-Unis et l'Europe. Alors, si je dois chercher donc mes étiologies, d'abord, si c'est une étiologie virale, je dois chercher est-ce qu'il y a un comptage je dois chercher des facteurs de risque, une injection avec du matériel non jetable, des soins dentaires, une intervention chirurgicale, une transfusion sanguine, une maladie sexuellement transmissible comme dans le lait. Je dois faire les sérologies comme on l'a appris au cours des hépatites. Pour l'alcool, il faut savoir que la dose toxique pour l'homme, c'est 30 grammes et pour la femme, c'est 20 grammes. Alors, comment on calcule la dose d'alcool? Il faut savoir qu'un verre de vin, c'est 10 grammes. Donc, si vous prenez 3 verres de vin par jour, ça fait 30 grammes. Et si vous prenez 30 grammes pendant plus de 10 ans, vous êtes sujet à faire une cirrhose. Alors, voici par exemple l'histologie caractéristique de site en verre dépoli. En anglais, on dit ground glass. Donc, vous les avez ici en verre dépoli. Alors, si on voit
les cirrhoses dysimmunitaires, ce qui est important dans les HAI, comme on l'a vu, les antinucléaires et antimuscle lisse pour le type 1 et LKM pour le type 2, c'est les IgG qui sont élevés. Et on va chercher la nécrose parcellaire et les rosettes hépatocytaires. Dans la cholangite biliaire primitive, c'est des anticorps antimitochondries de type M2 et on va chercher à l'immunoélectrophorèse des IgM et on a une destruction des canaux biliaires qu'on appelle cholangite destructive non suppurative. Et dans la CSP, c'est surtout la BDRM qui va faire le diagnostic. Vous avez un aspect en chapelet et il n'y a pas d'auto-anticorps pour faire le diagnostic. Vous avez une cholestase, mais vous allez surtout rechercher une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Voilà par exemple une destruction de l'épithélium des canaux biliaires ici, dans la cholangite biliaire primitive. Voilà ici une image histologique caractéristique de la cholangite sclérosante primitive. Autour du canal biliaire, vous avez donc des bandes de fibrose concentriques en bulbes d'oignon, comme si vous coupiez un oignon. Et voici l'image en chapelet radiologique d'un patient qui présente donc une cholangite sclérosante primitive, surtout si c'est un patient qui a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, surtout une RCH plus que maladie de Crohn. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie inflammatoire chronique, qui a une cholestase, vous allez rechercher une cholangite sclérosante primitive. Alors, dans la NASH, attention, il faut chercher l'insulinorésistance, donc le syndrome métabolique. Stéatose, c'est 80% des malades et 20% des malades vont présenter une stéatohépatite qui va donner après une fibrose sévère, une cirrhose. Et bien sûr, comme j'ai dit, toutes les cirrhoses font le lit du cancer. La cirrhose est un état précancéreux. Alors, la cirrhose alcoolique, alors on va rechercher surtout des manifestations neuropsychiatriques, des tremblements, des extrémités dus à l'intoxication alcoolique, la dépression, l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke par donc déficit en vitamine B1, le syndrome de Korsakoff, la macrocytose, une gamma-GT élevée. Quand vous faites l'ASAT sur ALAT, c'est supérieur à 1. Et ici, à l'immunoélectrophorèse, on a des IgA. Alors qu'on avait dit, pour faire la différence, dans l'auto-immune, c'est des IgG. Dans la cholangite biliaire primitive, c'est des IgM. Et quand on fait donc la PBF, c'est comme pour la NASH, on va trouver de la ballonisation, de l'infiltrat polynucléaire, des corps de Mallory, de la fibrose et stéatose. Et la seule différence, c'est que c'est l'interrogatoire qui va permettre de faire donc le diagnostic. Alors, le syndrome de Budd-Chiari, c'est assez fréquent chez nous. C'est des cirrhoses vasculaires. Vous allez avoir une thrombose des veines sushépatiques et il faut avoir 2 veines sushépatiques thrombosées pour qu'il y ait manifestation clinique. Si vous avez une seule, il n'y a pas de manifestation clinique. Et vous avez une hypertrophie du lobe caudé. Le diagnostic est simple, c'est l'écho-Doppler d'abord. Après, on fera l'angioscanner ou l'angio-IRM pour voir si on va à but thérapeutique. Et c'est surtout, on va chercher un syndrome myéloprolifératif. On va chercher donc, c'est une maladie hématologique à expression hépatique. Maladie hématologique à expression hépatique. Alors, une fois le diagnostic fait, il faut toujours faire le diagnostic de gravité de la cirrhose. Il faut toujours classer vos patients. On verra que les patients qui sont compensés, ils sont comme la population générale. Par contre, les décompensés vont avoir des scores élevés. Alors, d'abord, le score le plus, le plus intéressant et celui qui est le plus objectif, c'est ce score mathématique qu'on appelle le MEL. C'est Model to Predict Survival in Patients with End-Stage Liver Disease. Donc, c'est une formule logarithmique qui prend en considération 3 paramètres. La créatinine, que vous n'avez pas dans le child birth, la bilirubine et l'INR.
Alors, ce score est utilisé par les agences de transplantation pour classer les patients avant la greffe, donc pour l'attribution des greffons. Alors, c'est un bon score. Pourquoi? Parce qu'il est juste, il est mathématique. Et les patients qui ont, par exemple, un MELD bas, entre 0 et 10, ils ont 97% de survie à 3 mois. Donc, ils n'ont pas besoin d'être greffés. Ceux qui sont entre 11 et 17 ont 80% de survie à 3 mois. Ils peuvent attendre. Ceux qui sont à partir de 18, entre 18 et 24, ça chute. La moitié des malades vont mourir dans les 3 mois. Et quand vous avez un MELD élevé au-delà de 25 et jusqu'à 40, eh bien, le pourcentage de survie descend à 14%. Donc, c'est très important de classer les malades pour voir le pronostic et la gravité. Si vous prenez le score de Child-Pugh, vous voyez qu'il n'y a pas l'INR, vous avez deux variables cliniques, l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Et comme variable biologique, vous avez l'albumine, la bilirubine et le TP. Et vous donnez un point pour chaque item. Si vous avez entre 5 et 6 points, c'est Child A, donc ça peut correspondre, si vous voulez, au MELD entre 0 et 10. Le Child B entre 7 et 9. Et le C, c'est 10-15, c'est-à-dire c'est le malade évolué à partir, comme le MELD, si vous voulez, à partir de 18. À partir de 18, je vous ai dit 50% de survie à 3 mois. Alors, avant d'aborder les complications, je vais prendre quand même quelques questions pour... je ne vois pas de questions encore, donc j'attends un peu la... On va voir s'il y a quelques questions. Avant d'aborder le chapitre des complications, donc pour résumer cette partie clinique, vous avez des signes cliniques importants qui sont donc les signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire, les signes d'hypertension portale et les caractères du foie. Donc, ces trois, si vous voulez, ces trois catégories de signes vont me permettre d'évoquer le diagnostic de la cirrhose. Sur le plan biologique, je vais chercher surtout deux examens importants, la formule et donc la formule et le bilan hépatique, c'est-à-dire je vais chercher donc l'hypersplénisme et l'insuffisance hépatocellulaire, ça me permet. Sur le plan de l'imagerie, maintenant, c'est simple. Avec l'écho-Doppler, on peut déjà voir les caractères du foie, voir la circulation collatérale et voir la perméabilité des vaisseaux. S'il y a une thrombose, on peut faire le diagnostic de Budd-Chiari aussi pour voir s'il y a une thrombose des veines sushépatiques. Alors, une fois fait, on doit ensuite, une fois la biopsie, je vous ai dit, on la fait de moins en moins parce que vous avez l'écho-Doppler qui permet d'évoquer le diagnostic. Vous avez des examens biologiques spécifiques comme les sérologies, comme les bilans d'auto-immunité, comme les tests génétiques qui vous permettent donc d'arriver au diagnostic, d'accord, qui vous permettent d'arriver au diagnostic. Et on a vu que chez nous, les étiologies sont multiples. On n'est pas un pays de virus à 100%. On a très peu d'alcool, d'accord? On a très peu d'alcool. Il faut savoir que ces étiologies virales vont diminuer avec le temps. Elles vont diminuer avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements efficaces pour le B et le C, comme on l'a vu dans les hépatites chroniques. Donc, on aura de moins en moins, on va plus traiter des CHC ou des cirrhoses auto-immunes et des cirrhoses génétiques. Alors, je retrouve quelques questions ici. Alors, des questions un peu simples. Alors, les scores de MELD et Child ne s'appliquent qu'à la cirrhose et non à l'hépatite chronique avancée compensée. Très bien, très bonne question. Oui. Est-ce que les scores de MELD, oui, les scores de MELD s'appliquent donc et Child s'appliquent à la cirrhose. Si tu arrives à faire le diagnostic d'hépatite chronique avancée compensée, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est avant le stade d'hypertension portale. Donc, ça sera de toute façon des patients entre MELD 0 et 10 et ça sera des Child A.
Alors, c'est tout ce qu'il y a comme questions. On va voir s'il y a d'autres questions. Je ne vous trouve pas actif aujourd'hui, hein. Je vous trouve un peu endormi. Il faut vous réveiller, il faut poser des questions. Alors, on va aborder le diagnostic de gravité. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai dit, ce qui est bien, c'est de faire le diagnostic au stade très précoce. Ça vous permettra d'éviter toutes ces complications qui sont l'acide. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de l'acide, vous avez de l'infection, de l'insuffisance rénale et de l'hyponatrémie. Donc, ça devient euh, très difficile à gérer. Ensuite, vous avez l'autre complication qui est importante, c'est l'hémorragie digestive par rupture de varices, rupture de varices œsophagienne, donc qui est gérable, hein, qui est la plus gérable. Le CHC, c'est très important. On doit faire un diagnostic précoce pour le carcinome hépatocellulaire. Le diagnostic doit être précoce. Et on verra qu'il y a un dépistage tout cirrhotique, surtout pour que le dépistage soit bénéfique, il faut le faire au child A. Pourquoi? Parce que le patient pourra être traité. C'est comme tous les cancers. Si vous faites un diagnostic précoce, il y aura un traitement. Et enfin, on terminera par une complication un peu difficile à manager, qui est l'encéphalopathie hépatique. Alors, l'acide, avant d'aborder l'acide, je vais vous montrer un peu la cirrhose décompensée. Vous voyez que le pourcentage de survie à partir donc de l'apparition des complications, vous voyez que le pourcentage de survie est réduit, surtout pour les patients qui présentent donc une encéphalopathie hépatique, une hémorragie digestive, un ictère, un acide et un CHC. Et on voit que la complication qui vient le plus souvent, c'est surtout le CHC. Alors, l'acide, c'est toujours un événement péjoratif dans l'histoire naturelle de la cirrhose. Pourquoi? Vous voyez ici la survie chez les patients qui ont une acide et qui n'ont pas d'acide. Vous voyez, c'est clair. Le pourcentage de survie de 80% à 5 ans pour les patients qui n'ont pas d'acide, il descend pratiquement à 30% à 5 ans pour les patients qui ont une acide. C'est pour ça que je vous dis, la survenue d'une acide, il faut tout de suite penser à la greffe du foie. Dès que l'acide arrive, on verra que pour l'hémorragie digestive, c'est plus facile à... Alors encore plus, quand il y a une acide réfractaire, c'est-à-dire une acide qui ne répond pas au traitement médical, on verra qui sont les diurétiques. L'acide qui ne répond pas, vous voyez, la probabilité de survie, elle chute complètement à 5 ans, elle chute vraiment à 10% par rapport à l'acide qui répond au traitement médical, qui se retrouve à 40%. Donc, vous voyez, la différence est nette entre les deux groupes de patients. Alors, vous savez que dans l'hypertension portale, vous avez une vasodilatation splanchnique. C'est elle qui est la conséquence de l'hypertension portale. Alors, quand il y a vasodilatation splanchnique, il y a une hypovolémie efficace. Cette hypovolémie efficace, qu'est-ce qui se passe? Elle va stimuler le système rénine-angiotensine et elle va donc entraîner une rétention hydrosodée avec une réduction de la perfusion rénale. Donc, deux événements qui sont importants et qui vont concourir à la survenue du nacite. Alors, c'est pour vous expliquer pourquoi on donne l'albuire, cette hypovolémie efficace. Alors, toujours, quand on a une acide chez un patient, je dois évaluer la fonction hépatique, donc bilirubine, coagulation, albumine, la fonction rénale, urée, créate, sodium, potassium et surtout la natriurèse, une natriurie inférieure à 10 milléquivalents et de mauvais pronostics.
L'hémodynamique, donc toujours la pression artérielle et la fonction cardiaque. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas d'albumine quand je fais une ponction d'acide, je vais entraîner donc une dysfonction circulatoire. L'inflammation également, pourquoi? Parce qu'il y a euh, une immunodépression chez le cirrhotique et vous pouvez avoir donc une infection du liquide acide. Et ça peut donner donc un sepsis avec une CRP élevée, des globules blancs élevés dans l'acide et un syndrome inflammatoire de réponse systémique. Le diagnostic se fait grâce à la parasynthèse. Alors, j'ai deux types de traitements, deux schémas. Soit j'utilise le traitement séquentiel, soit le traitement combiné. Généralement, le traitement combiné, on le fait dans les acides de grande abondance, alors que le traitement séquentiel est fait dans les acides de petite à moyenne abondance. Alors, on commence dans le traitement séquentiel, on commence par la spironolactone, on attend 3-4 jours, on va aux doses maximales 400 mg. Si c'est inefficace, je rajoute le furosémide 40 mg et je peux aller jusqu'à 160 mg. Si au bout de 160 mg, je n'ai pas obtenu de réponse, je vais parler d'acide réfractaire. Le traitement combiné, c'est sur les acides de grande abondance. Donc, d'emblée, j'associe la spironolactone avec le furosémide et tous les 4 jours, j'évalue. Si j'arrive à la dose maximale de 400 mg plus 160 mg, il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, je parle d'acide réfractaire. Alors, il faut faire la différence, on ouvre les oreilles, il faut faire la différence entre une acide réfractaire et une acide intraitable. Donc ça, c'est l'acide où vous donnez le maximum donc, de diurétique, la dose de 400 mg de spironolactone et 160 mg de l'azélix, et vous n'avez pas de réponse. C'est ce qu'on appelle l'acide réfractaire. Parfois, vous faites votre traitement diurétique au départ et le patient va faire des complications du traitement. C'est-à-dire, par exemple, une déshydratation due au diurétique. Il peut faire une insuffisance rénale due au diurétique. On appelle ça l'acide intraitable. D'accord? C'est l'acide intraitable. Alors, la surveillance du traitement, elle est clinique et biologique. Chaque jour, je dois faire un tour de taille, les œdèmes, la diurèse, les signes d'encéphalopathie hépatique, la tension artérielle et les signes de déshydratation. Et chaque semaine, je fais un ionogramme sanguin et urinaire et je vois la fonction rénale par l'urée et la créate. Alors, les effets secondaires dus au diurétique sont l'insuffisance rénale, ça peut être aussi l'encéphalopathie hépatique, l'hyponatrémie, l'hypo ou l'hypercalémie, des crampes musculaires et la gynécomastie qu'on retrouve surtout avec les spironolactones. L'hypocalémie, on la retrouve surtout avec les furosémides. L'hypercalémie, on la retrouve surtout et la gynécomastie, surtout avec les spironolactones. Et tous donnent de l'insuffisance rénale ou de l'encéphalopathie hépatique. Alors, quand faut-il arrêter les diurétiques? C'était important. Si j'ai une perte de poids supérieure à 1 kg, si j'ai une diurèse de plus de 2 litres par jour, si j'ai de l'encéphalopathie, une hypotension importante, une déshydratation, un assèchement rapide de l'acide, une infection de l'acide, une insuffisance rénale, une une hypercalémie, une hyponatrémie inférieure à 130, je dois arrêter, c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie de dilution, et l'anatriurie inférieure à 30 milléquivalents doit faire arrêter le traitement diurétique. Alors, je ne reviens pas sur les définitions de l'acide réfractaire et de l'acide intraitable. Alors, ce qui est important, c'est de faire le diagnostic de l'insuffisance rénale au cours de la cirrhose. Alors, elle est définie comme l'augmentation de la créatinémie basale de 0,3 mg ou 3 mg par litre dans les 48 heures. D'accord? Si la créate est inférieure à 15 avec une augmentation de 0,3 mg par décilitre, on parle de stade 1A. Au-delà de 15 mg, on parle de stade 1B.
Le stade 2, c'est l'augmentation de la créatinémie 2 à 3 fois la créatinémie basale. Et le stade 3, c'est l'augmentation de la créatinémie 3 fois la créatinémie basale ou supérieure à 40 mg par litre. Alors, c'est important de connaître ces définitions. Pourquoi? Je vous ai parlé du stade 1. Dans le stade 1, il faut, attention, enlever les facteurs de risque qui sont les diurétiques, les AINS et les vasodilatateurs et traiter s'il y a une infection. Il faut corriger s'il y a une hypovolémie. Je vous ai parlé de l'hypovolémie efficace, soit par l'albumine, soit par la transfusion de globules rouges s'il y a une hémorragie digestive. Si ça rentre dans l'ordre, on va surveiller. S'il y a une progression, on va aller en insuffisance rénale de stade 2, stade 3. Bien sûr, il faudra toujours arrêter les diurétiques. L'expansion volémique par l'albumine est donnée 1 gramme par kilo. S'il y a une bonne réponse, on fait la surveillance pendant 2 jours, 1 gramme par kilo pendant 2 jours. S'il y a une progression, on va poser le diagnostic de syndrome hépato-rénal. Donc, le syndrome hépato-rénal est une insuffisance rénale fonctionnelle qui est liée à l'insuffisance hépatique, mais après avoir respecté les différentes définitions des d'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique. Quand vous avez un syndrome hépato-rénal, il vous reste comme traitement des vasoconstricteurs, d'accord, et l'albumine. Et bien sûr, il faudra discuter une dialyse en centre spécialisé. Alors, quand vous avez une acite réfractaire, vous avez 3 types de traitements. La parasynthèse de grande abondance avec administration d'albumine, le TIPS et la greffe. Donc, nous allons voir ces traitements. Alors, pour la parasynthèse de grande abondance avec administration d'albumine, souvenez-vous du schéma de tout à l'heure. Donc, désolé, j'ai un petit bug sur l'ordinateur. On va voir si ça revient. Donc, on va attendre un peu. Donc, ça fait rien. On va terminer. Je vais en attendant donc, je reviens. Donc, sur donc, les thérapeutiques possibles quand il y a une acide de grande abondance, on va faire la première mesure, c'est la parasynthèse de grande abondance avec administration d'albumine. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est important de donner l'albumine pour traiter l'hypovolémie efficace. Et chaque fois que vous dépassez 3 litres de ponction, il faudra donner 6 à 8 grammes par litre d'acide évacué. Si vous ne faites pas ça, vous allez entraîner des troubles hémodynamiques. Alors, en deuxième, vous avez le TIPS. Le TIPS qui est un shunt intrahépatique porto-systémique. Donc, il s'agit d'une prothèse intrahépatique qu'on va larguer par voie transjugulaire et cette prothèse va être entre la branche portale droite et la veine sushépatique droite. Donc, si vous voulez, c'est une dérivation portocave par voie interventionnelle. Alors, le type, c'est important dans l'acide réfractaire, mais on peut le donner que dans certaines conditions. Alors, ces conditions, c'est qu'un bon candidat pour le TIPS doit avoir un MELD inférieur à 18, parce que si vous prenez des MELD au-delà, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Il ne faut pas prendre des patients très ictériques, par exemple supérieurs à 30 mg par litre, et un taux de plaquettes supérieur à
tretmid. C'est des bons candidats. Il ne faut pas aussi des antécédents d'encéphalopathie hépatique parce que le TIPS entraîne en lui-même de l'endopathie hépatique. Et bien sûr, le traitement reste la greffe, d'accord, reste la greffe qui est donc le bon traitement. Alors, pardon, on va revenir. Alors, je suis obligé d'arrêter juste 2 minutes le partage parce donc je suis obligé de redémarrer. Donc voilà, je reviens à vous rapidement. Désolé pour cet intermède. Nous avons beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Donc voilà, je suis à vous tout de suite. Alors, donc on vient de voir ce qu'il fallait faire devant une ascite réfractaire. J'ai dit attention, si vous faites une ponction de grande abondance, il faut donner 6 à 8 grammes par litre d'acide évacué. Alors l'albumine est importante parce qu'on va agir sur l'hypovolémie efficace. Pour le shunt portosystémique, je vous ai dit les bons candidats, il faut que la bilirubine soit inférieure à 30 et un MELD inférieur à 18. Et il ne faut pas que le patient ait des épisodes récurrents d'encéphalopathie hépatique. Donc, quand vous suivez tout ça, c'est-à-dire tous ces critères, il faut savoir que 50% des patients sont exclus du TIPS. Alors, l'autre problème de l'acide, c'est l'hyponatrémie. C'est une hyponatrémie donc importante, va impacter le pronostic de survie et elle va aussi donner beaucoup plus d'encéphalopathie hépatique. Le meilleur traitement, j'ai dit, dès que le patient a une acide, il faut penser à l'inscrire sur une liste de transplantation hépatique. Alors, nous allons voir maintenant les hémorragies digestives. Alors, je vais prendre quand même quelques questions pour cette première partie. Alors, on va voir quelles sont
question. Alors, pour le moment, j'attends toujours vos questions, là, en ce qui concerne cette première partie. Alors, Naïla, qu'est-ce que ça veut dire quoi parasynthèse? Parasynthèse, c'est donc la ponction. Voilà, donc c'est la ponction. C'est ça la parasynthèse. Et on fait donc une ponction d'acide de grande abondance. Alors, c'est tout ce que j'ai comme question. Donc, je vous laisse rédiger vos questions et on va passer donc à l'hémorragie digestive. Alors, dans l'hémorragie digestive, il y a ce qu'on appelle d'abord la prophylaxie primaire. Ça veut dire c'est le malade chez qui vous découvrez des varices œsophagiennes et qui n'a jamais saigné. Et souvenez-vous tout à l'heure de l'importance du fibroscan et des plaquettes. Je ferai la première fibroscopie si j'ai un fibroscan inférieur à 20 kPa et des plaquettes inférieures à, pardon, si j'ai un fibroscan supérieur à 20 kPa et des plaquettes inférieures à 150 000, je ferai une fibroscopie. Alors, cette règle ne marche pas dans le Budd-Chiari pour la simple raison qu'il y a un syndrome myéloprolifératif. C'est-à-dire, dans le Budd-Chiari, donc, vous pouvez avoir des plaquettes élevées et des varices. Donc, ça ne marche pas dans le Budd-Chiari. Mais dans les autres cirrhoses, ça marche. Si vous avez un fibroscan qui est supérieur à 20 kPa et des plaquettes inférieures à 150 000, il faut indiquer la fibro. Donc, je fais la fibro première. Si elle est normale, il n'y a pas de varices. Donc, je peux attendre 2 ans pour faire la deuxième. S'il y a des petites varices, j'attends 1 année, pas de traitement. S'il y a des grosses varices, grade 2, grade 3, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai le choix entre bêta-bloquant ou bien ligature élastique. Donc j'ai 2 choix. Soit je donne le propranolol, soit je fais la ligature élastique. Bon, chez nous, on met plus les bêta-bloquants. Et s'il y a une contre-indication bêta-bloquant, on fait la ligature. Mais dans la littérature, il est possible de choisir l'un ou l'autre. Alors, l'objectif des bêta-bloquants, c'est de diminuer la fréquence cardiaque de 25% et d'avoir, il faut que votre patient ait un pouls entre 55 et 60. Attention aux contre-indications des bêta-bloquants. Une contre-indication simple, c'est l'asthme. Donc, l'asthme, pas de bêta-bloquant. Alors, par exemple, dans la prévention pré-primaire, c'est-à-dire avant l'apparition des varices, qu'est-ce que je peux faire? C'est l'HCAC, d'accord? Dans la prévention primaire, donc j'ai dit bêta-bloquant, ligature endoscopique. Le traitement d'urgence, vous le connaissez, c'est l'association ligature plus traitement vasoactif. Ensuite, on aura la prévention secondaire. Alors, l'hémorragie aiguë du cirrhotique, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est l'encéphalopathie hépatique qu'il faut prévenir parce qu'il faut évacuer le sang contenu dans le tube digestif. Et donc, on va faire des lavages et des lavements évacuateurs. Donc, on va aspirer et faire des lavements évacuateurs et on donne le métronidazole et aussi le lactulose. Il faut prévenir l'infection en donnant soit la norfloxacine, soit le céfotaxime ou la ceftriaxone. C'est très important chez le cirrhotique. Et aussi, souvenez-vous, on ne donne pas plus de... Pour la transfusion, il y a des règles qu'il faut respecter, d'accord? Les règles qu'il faut respecter, c'est de ne pas transfuser au-delà de 8-9 grammes d'hémoglobine, c'est-à-dire un hématocrite entre 25 et 35%. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec l'ordinateur aujourd'hui. J'ai encore un bug. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas du tout. Donc, il va falloir que je redémarre encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, préparez des questions en attendant. Je vais encore
redémarrer ma présentation. Je suis désolé. Donc, mes chers amis, désolé, mais j'ai eu beaucoup de... Donc donc on reprend sur les hémorragies digestives. Donc, on avait terminé avec l'acide. Donc, on va parler des... On a dit, pour résumer, on a dit en prophylaxie primaire chez un malade qui a des grosses varices qui n'a jamais saigné, on va choisir soit les bêta-bloquants, soit la ligature. Attention, s'il y a une contre-indication bêta-bloquant, on va à la ligature d'emblée. Par exemple, une chose simple, un patient qui a un asthme. Alors, pour le traitement d'urgence, je vous ai dit, il y a des choses à connaître chez le cirrhotique. C'est d'abord, il ne faut pas transfuser au-delà de 8-9 grammes d'hémoglobine parce que si vous transfusez au-delà, vous allez avoir donc un rebond de l'hypertension portale. Il faut aussi prévenir l'encéphalopathie hépatique en faisant des lavements évacuateurs et en donnant le lactulose. Le lactulose, il a deux propriétés. D'abord, il est laxatif, donc il va entraîner donc une diarrhée.
Il acidifie le milieu colique, donc il va empêcher les bactéries productrices d'ammoniac de proliférer. On rajoute un traitement antibiotique qui est le métronidazole. Et quand il y a un patient qui est Child B, Child C, l'antibiothérapie prophylactique est obligatoire, soit par la norfloxacine, soit par la céfotaxime, soit par la ceftriaxone. Alors, les médicaments qu'on utilise dans les hémorragies digestives, le traitement vasoactif, on utilise surtout chez nous donc la sondostatine qui est l'octréotide. On donne 25 microgrammes par heure. D'accord. Alors, la meilleure, c'est la vasopressine, mais attention, elle a des contre-indications qui sont les antécédents. Pourquoi elle va entraîner? Puisque je vous ai dit, il y a une vasodilatation splanchnique quand il y a une hypertension portale. Et le but, en donnant la vasopressine, c'est d'entraîner une vasoconstriction. Attention, les malades qui ont un infarctus ou une insuffisance coronaire, vous allez les aggraver. Le choc septique, c'est contre-indiqué en cas de grossesse et en cas d'asthme. Le traitement se donne 2 jours. Alors, on peut faire aussi en urgence la sonde de Blackmore, mais elle ne se fait plus. Sauf si vous avez donc une hémorragie cataclysmique qui menace le pronostic vital, oui, on doit mettre la sonde de Blackmore en attendant donc de faire le traitement vasoactif avec la ligature. Et bien sûr, le choix, c'est la ligature élastique, donc qui consiste à aspirer donc la varice dans un manchon, dans un surtube que vous voyez ici, qui est placé sur l'endoscope, et on va aspirer la varice et on va larguer l'élastique. Et vous voyez que en fin de séance, vous n'avez plus d'hémorragie digestive. Et on doit faire à peu près en moyenne 3 séances jusqu'à éradication des varices, avec association au bêta-bloquant. Pour les varices gastriques, je vous ai dit, l'approche est différente, surtout pour celles qui vont vers la grande courbure, qu'on appelle les varices œsogastriques de type 2, parce qu'elles vont vers la grosse tubérosité. Et elles ont une alimentation différente que celle des varices. Les varices œsophagiennes, c'est la coronaire stomachique, alors qu'ici, c'est les vaisseaux courts gastriques. Celle-ci se traite avec de la colle biologique. Par contre, pour les varices œsogastriques de type 1, on peut les traiter comme les varices œsophagiennes avec la ligature élastique. Voici une varice avec injection de colle. Vous voyez la varice gonflée. Et en cas d'échec, bien sûr, s'il y a échec du traitement endoscopique, il faut tout de suite penser au stent, donc au TIPS. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va larguer une prothèse entre la veine sushépatique droite et la branche portale droite de la veine porte. Donc voilà, le trajet est dilaté ici. Ensuite, la prothèse est larguée. Voilà un aspect radiologique d'un TIPS, vous voyez, entre la veine sushépatique et la branche portale droite. Alors, le traitement chirurgical de l'hypertension portale ne se fait plus. Alors, en prophylaxie secondaire, c'est-à-dire il faut empêcher les varices de repousser. Alors, pour les empêcher de repousser, on continue la ligature associée au bêta-bloquant. Pourquoi? Parce que bêta-bloquant plus ligature donne mieux que bêta-bloquant seul ou ligature endoscopique seule. Alors, le carcinome hépatocellulaire, je ne vais pas trop insister parce que normalement, vous avez un cours sur les tumeurs hépatiques, mais je vais donner les choses importantes. En Europe et en Amérique du Nord, c'est l'hépatite C qui est le facteur de risque avec l'alcool. Et aussi aux États-Unis, la NASH. Si vous venez en Asie, en Afrique, c'est l'hépatite B qui est le facteur de risque, avec l'aflatoxine, qui est un champignon qu'on retrouve dans les cacahuètes. Alors, donc ça, c'est la distribution géographique du CHC. Ce qui est important, c'est le dépistage. Et je l'ai dit tout à l'heure, surtout au Child A. Child C, ça ne sert à rien de faire le dépistage parce que c'est trop tard, vous ne pourrez appliquer aucun traitement, sauf si vous trouvez un petit nodule Child C et vous allez greffer le malade. Mais sinon, il faut toujours faire le dépistage chez le Child A. Si on a un nodule qui a moins d'1 centimètre,
vous répétez l'échographie tous les 3 mois associée à l'alpha-fetoprotéine, qui est le marqueur du carcinome hépatocellulaire. Si le nodule dépasse 1 centimètre, à ce moment-là, vous allez préconiser soit un scanner, soit une IRM. Et vous allez rechercher le wash-in et le wash-out. Le wash-in, ça veut dire, comme c'est des tumeurs vasculaires, la tumeur va capter le produit de contraste et le wash-out, elle va lâcher ensuite le produit de contraste et il y aura une capsule. Si vous avez le diagnostic avec l'imagerie, donc soit scanner ou IRM, c'est suffisant. S'il y a un doute, on peut discuter en milieu spécialisé la biopsie. Alors, c'est juste pour vous montrer que quand c'est un nodule de régénération, vous avez donc un tiers de vascularisation artérielle et 2 tiers de vascularisation portale. Donc, au fur et à mesure que le nodule de régénération va devenir dysplasique, il va devenir cancer, vous allez avoir plus vous allez plus avoir donc de l'artère, donc une vascularisation artérielle que portale. Ça va s'inverser. Il y aura 2 tiers d'artère et 1 tiers de porte. C'est pour ça que vous avez un washing d'abord et après un wash-out. C'est pour vous expliquer un peu l'hépatocarcinogénèse et aussi les signes que vous voyez au scanner et à l'IRM. Voilà, donc le washing et le wash-out. Alors, je vous ai dit, voilà, en haut, c'est un scanner, en bas, une IRM. Voilà sans contraste. Voilà le washing au temps artériel. Voilà le wash-out au temps portal. Et voilà la capsule. Voilà un CHC typique. Donc, il a un wash-in, wash-out et une capsule. 3 signes. Wash-in, wash-out, capsule. Et vous avez le diagnostic de CHC. Vous le voyez ici aussi sur l'IRM. C'est les mêmes signes. Wash-in, wash-out et capsule au temps tardif. Et on classe les carcinomes selon la classification radiologique LIRATS. Alors, quand vous avez un LIRATS 4 et 5, ça veut dire qu'il y a du wash-in, wash-out, vous avez un CHC. Et l'IRATS 3, par exemple, vous allez avoir un wash-in, mais pas de wash-out, ou un wash-out et pas de wash-in, ou pas de capsule. Donc là, il faudra rediscuter le dossier. Alors, le traitement, vous le verrez aussi quand vous ferez le cours sur mais juste pour vous dire, c'est la classification du BCLC. 30% uniquement seront curatifs, c'est-à-dire où vous pourrez, au stade précoce, faire soit de la chirurgie, de la radiofréquence ou de la transplantation. Et ensuite, au stade tardif, des stades intermédiaires et avancés, vous pourrez faire soit de la chimioembolisation ou de la thérapie, de la chimiothérapie systémique. Et si c'est des malades très avancés, il vous restera que le traitement symptomatique. Je n'insiste pas beaucoup, mais vous allez trouver ça sur le cours parce que vous allez faire les tumeurs hépatiques dans un autre cours. Alors, l'encéphalopathie hépatique, c'est le spectre d'anomalies neuropsychiatriques potentiellement réversibles et faisant suite à une dysfonction hépatique aiguë ou chronique ou iatrogène, puis je vous ai dit le TIPS peut donner de l'encéphalopathie hépatique. C'est aussi, comme la cite, un tournant évolutif dans la maladie hépatique. C'est difficile, dès que vous avez de l'encéphalopathie ou de la cite, c'est que le pronostic n'est pas bon. Alors, elle va de la minimale encéphalopathie hépatique, donc la minime, à celle qui est overt, c'est-à-dire celle qui est évidente. Alors, l'encéphalopathie, c'est à peu près 30 à 45%, et le risque annuel d'apparition est de 20%. La physiopathologie est complexe. Bon, là, c'est la théorie, surtout celle qui prime, c'est la théorie de l'ammoniac. C'est pour ça qu'on donne le lactulose qui est un anti-NH3, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et le pronostic est péjoratif puisque la survie estimée à 1 an est de 42% et à 3 ans de 23%. Alors, vous avez la A, la B et la C, 3 types d'encéphalopathie hépatique. La A, c'est quand celle qui est associée à
une insuffisance hépatique aiguë, par exemple une fulminante, comme on l'a vu dans le cours des fulminantes. On va dire s'il y a de l'encéphalopathie, elle est de type A. La type B, c'est celle qui est associée à des shunts portosystémiques sans hépatique, c'est-à-dire c'est des patients qui ont des circulations collatérales et une fonction hépatique correcte. Donc le sang n'est pas filtré par le foie et il passe dans la circulation collatérale. Celle-ci est classée B. Et celle qui est associée à la cirrhose, avec ou sans shunt, elle est classée type C. Donc voilà les trois types. Type A, c'est facile à retenir, c'est dans l'hépatite fulminante. Type B, c'est quand vous n'avez pas de cirrhose et vous avez de l'encéphalopathie hépatique, c'est la type B. Et quand vous avez de la cirrhose et de l'encéphalopathie hépatique, c'est la type C. Alors, j'ai dit que la physiopathologie était complexe. On avait beaucoup préparer des questions, préparer des questions, puisqu'après l'encéphalopathie hépatique, on va prendre les questions, ce que vous n'avez pas compris dans le cours. Alors, on a la théorie donc infectieuse et de l'inflammation. Il y a des perturbations, puisque c'est neurologique, il peut y avoir une perturbation de la neurotransmission au niveau des synapses, l'augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et aussi l'accumulation de substances neurotoxiques comme l'ammoniac. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pistes physiopathologiques, mais celle qui est retenue actuellement, c'est celle de l'ammoniac, mais elle n'est pas suffisante puisque le lactulose ne règle pas toutes les encéphalopathies hépatiques. Alors, vous connaissez tous la classification de Westhaven, c'est celle qu'on utilise de la vigilance avec un astérixis, donc avec un flapping trémor, on dit c'est le stade 1. Le stade 2, c'est quand vous commencez à avoir une désorientation, donc par exemple une inversion du rythme nictéméral, et l'astérixis est vraiment patent. C'est ce qu'on appelle le stade 2. Le stade 3, c'est un coma réactif, c'est-à-dire le patient est agressif et calme. Et le stade 4, c'est le coma aréactif. Donc voilà les différents stades. Donc stade 1, si vous voulez, c'est un astérixis léger. Stade 2, il est désorienté, c'est-à-dire par exemple, il y a une inversion du rythme nictéméral. C'est un patient qui va dormir la journée et être éveillé la nuit. Et vous avez le stade 3, c'est un coma, disons, réactif, c'est-à-dire il va être calme, mais parfois il va être agressif. C'est ce qu'on appelle donc le stade 3. Et le stade 4, c'est le coma. Alors, il faut toujours identifier les facteurs déclenchants, qui sont les infections bactériennes, l'hémorragie digestive, les perturbations électrolytiques, les médicaments psychoactifs, la constipation, un régime protéique excessif et l'aggravation de la fonction hépatique. Donc tout ça, on doit, un patient qui vient par exemple en consultation aux urgences pour une encéphalopathie, je fais un examen clinique, je fais des prélèvements bactériologiques, je fais ma radiographie pulmonaire, un scanner cérébral sans injection s'il s'agit du premier épisode. L'hémorragie digestive est une cause d'encéphalopathie hépatique. Les perturbations donc électrolytiques, les médicaments psychoactifs, si quelqu'un a pris par exemple une drogue psychoactive, la constipation et les régimes excessifs en protéines et une aggravation soudaine de la fonction hépatique. Alors, la prise en charge thérapeutique de l'encéphalopathie hépatique, j'attends toujours vos questions. La prise en charge de l'encéphalopathie hépatique constitue d'abord, elle se résume à la lutte contre les facteurs aggravants. On doit également diminuer la charge en nitrogène de l'intestin et la prise en charge nutritionnelle. Donc les facteurs déclenchants, c'est la plaque qu'on avait vue précédemment, afin d'éviter les récidives et d'améliorer la qualité de vie. Alors, les facteurs déclenchants, voilà comment on va traiter. Une infection du liquide d'acide ou urinaire ou pulmonaire, puisque c'est les trois sites que vous retrouvez essentiellement chez le cirrhotique, c'est l'antibiothérapie.
L'hémorragie gastro-intestinale, c'est comme on a vu tout à l'heure, donc traitement vasoactif plus ligature endoscopique, et on ne va pas mettre plus, on ne va pas transfuser plus à 8-9 grammes d'hémoglobine. On doit mettre la prise de médicaments sédatifs, elle doit être arrêtée. On ne donne jamais un médicament sédatif à quelqu'un qui a une maladie hépatique. L'hyponatrémie doit être corrigée, par exemple, dans les diurétiques. L'hypoglycémie, c'est le soluté glucosé. Une déshydratation, une insuffisance rénale, c'est le remplissage vasculaire. Donc, tout ça doit être, tous les facteurs précipitants doivent être corrigés si on les identifie et on a gagné la partie. Alors, la diminution de la charge en nitrogène, je vous ai dit, on donne comme antibiotique le métronidazole qui va donc lutter contre les bactéries productrices d'NH3. Sauf que le métronidazole, il peut avoir à haute dose ou quand on prolonge le traitement des effets neurologiques. Donc, il faut savoir l'arrêter. On peut donner la rifaxinie, c'est un nouveau, mais qui n'est pas disponible chez nous. Et on donne le lactulose également 15 à 30 mg par jour afin d'obtenir 2 à 3 sels molles par jour. Alors, il faut savoir que chez le cirrhotique, il y a déjà cirrhotique avancé à une malnutrition et une perte de la masse musculaire, donc ils vont constituer des facteurs de risque de l'encéphalopathie hépatique. Donc, il n'y a pas d'évidence clinique en faveur d'une restriction protidique, je veux dire, sévère. Donc, il faut donner un régime équilibré, mais il ne doit pas avoir un excès de protides. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui enlever la viande complètement, mais on peut dire que 100 grammes 2 à 3 fois par semaine, par jour, c'est suffisant. Les acides aminés à chaîne ramifiée constituent si vous voulez, une approche physiopathologique, mais ils n'ont pas encore démontré leur efficacité. Et enfin, quand vous avez par exemple une encéphalopathie hépatique de stade B, je vous ai dit par exemple c'est un patient sur la veine splénique ici, et on a embolisé donc ce shunt splénique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a pu donc faire disparaître l'encéphalopathie hépatique. Bien sûr, ça reste des traitements qui sont faits en milieu spécial. Bien sûr, le meilleur traitement reste la transplantation hépatique sur des épisodes ulcératifs ou sur une cirrhose. Et parfois, ce qui est un peu, disons, embêtant, c'est que les épisodes peuvent rester après encéphalopathie hépatique. Alors, la transplantation hépatique est le traitement de choix. C'est le traitement de choix. Bien sûr, il faut que le patient ait les critères. Hein. Parmi ces critères, l'indication, c'est le MEL supérieur à 18, Child B ou C. Donc, vous pensez à un patient qui a moins de 65 ans, bien sûr, une insuffisance hépatique terminale, une acide réfractaire, une hémorragie digestive en échec de traitement endoscopique, une cirrhose avec un petit CHC. Alors, il y a deux groupes, il y a deux types de transplantation, le donneur vivant et le donneur décédé. Alors, pour le donneur vivant, c'est ce qu'on fait chez nous, c'est avec le même groupe sanguin, il faut qu'il y ait un lien de parenté. Donc voilà, donc on va donner un hémifoie. Donc si c'est un adulte, on doit donner le foie droit. Si c'est un enfant, on va donner le lobe gauche. Voilà. Montrer donc un lobe droit, voilà ici, dans la cavité abdominale d'un receveur. Et ici, c'est un lobe gauche qui est resté chez le donneur. Voilà. Voilà le lobe gauche chez le donneur. Et si vous voulez, le secret de l'intervention, c'est que le foie régénère. Par exemple, dans le rein, on a deux reins, on peut en donner un. Le foie, on n'a qu'un seul foie, on donne la moitié et ça régénère. Alors, les messages.
Ce qui est important, c'est l'HCAC. La cirrhose n'est plus un état irréversible. Pourquoi? Parce que si on fait des diagnostics précoces, on va gagner la partie. Elle ne doit plus être une maladie mortelle. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un diagnostic précoce. Et comment faire le diagnostic précoce? C'est par le dépistage de l'hépatite B et le dépistage de l'hépatite C, comme on a vu dans les cours précédents. Et surtout, grâce au fibroscan, faire le diagnostic des hépatopathies chroniques avancées compensées, c'est-à-dire la cirrhose jeune ou la cirrhose cachée. La cirrhose est un état précancéreux, donc à chaque fois, surtout Child A, même l'HCAC, je dois faire le dépistage écho plus alpha photoprotéine pour faire un diagnostic précoce. Et devant une complication, il faut discuter la greffe. Alors, je vais prendre quelques questions. Bon, d'abord, je tiens à m'excuser pour quelques déboires techniques qui sont indépendants de ma volonté. Alors, Feriel, pouvez-vous répéter quand est-ce qu'on met la colle et la ligature élastique? Donc, pour les varices œsophagiennes, c'est la ligature élastique. Dans les varices gastriques, vous avez deux types de varices gastriques. Vous avez celles qui sont de type 1, ce qu'on appelle les varices œsogastriques de type 1, elles sont sur la petite courbure. On les traite comme les varices œsophagiennes, avec la ligature. Et vous avez les varices œsogastriques de type 2, c'est les varices œsophagiennes qui se prolongent sur la grande courbure gastrique. Celle-là nécessite la colle. Alors, durant l'acide, la natriurèse est diminuée. Alors, pourquoi la natriurèse? La natriurèse est d'abord un facteur pronostique. D'accord? Et donc, le cirrhotique a une retention hydrosodée. D'accord? Il a une retention hydrosodée. Et si cette retention hydrosodée s'aggrave, il va y avoir donc une diminution de la natriurèse. Si elle est élevée, ça veut dire qu'il ne fait pas le régime sans sel, puisqu'il doit diminuer un peu le sel. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de sel. Elle reste un facteur pronostique. Quand elle est inférieure à 30, ça veut dire que la retention est très importante. Donc, normalement, elle ne doit pas être diminuée complètement. C'est un facteur pronostique. Alors, pour l'insuffisance rénale, alors il faut savoir que le foie et le rein font un bon couple. Dans l'insuffisance rénale, je vous ai dit, on doit les classer. L'insuffisance rénale, c'est-à-dire vous partez du chiffre de créatinémie basale. Si il s'élève de 0,3 points mg par décilitre ou 3 mg, 0,3 ou 3 mg par litre par rapport à la basale, c'est que vous êtes en insuffisance rénale. Maintenant, si il est inférieur à 15, vous êtes au stade 1A. Si il est supérieur à 15, vous êtes au stade 2. Et vous avez le stade 3, c'est quand vous avez une créatinine beaucoup plus élevée, au-delà de 20. Alors, il est important de les classer. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut éliminer les facteurs de risque. Par exemple, quelqu'un qui a fait une hémorragie digestive, c'est un facteur de risque. Si je corrige l'hypovolémie, l'insuffisance rénale va rentrer dans l'ordre. Quelqu'un qui a pris des diurétiques, il peut faire une insuffisance rénale. Si j'arrête le traitement diurétique, ça rentre dans l'ordre. S'il est déshydraté et je réhydrate, l'insuffisance rénale va entrer dans l'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on les classe. Maintenant, si vous êtes au stade 2, alors à ce moment-là, il faut faire l'expansion, ôter bien sûr les facteurs de risque, et c'est là où il y a l'indication de l'albumine. Et on donne 1 gramme par kilo pendant 48 heures. Si ça rentre dans l'ordre, tant mieux, ça veut dire que c'est réversible. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, on est dans le diagnostic de syndrome hépato-rénal. À ce moment-là, il faut utiliser les vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs. Alors, la cirrhose peut survenir chez l'enfant. Bien sûr, on en a parlé, par exemple, dans le cours, quand on a fait, souvenez-vous, quand on a fait des hépatites chroniques, si vous avez bonne mémoire, je vous ai dit que la maladie de Wilson et le déficit en alpha-antitrypsine sont des cirrhoses de l'enfant. D'accord? On ne les voit pas en pathologie adulte. On les voit surtout en pathologie pédiatrique. J'espère que j'ai répondu
à votre curiosité. Alors, alors, pourquoi on donne le lobe gauche pour l'enfant et le lobe droit pour l'adulte? Bonne question. Tout simplement, c'est une question de poids. C'est-à-dire que le lobe gauche est suffisant pour la masse corporelle de l'enfant et le lobe droit pour l'adulte est suffisant. Mais si vous donnez un lobe gauche pour l'adulte, la greffe ne va pas réussir. D'accord? Il faut une masse conséquente. Alors, pourquoi le wash-in et le wash-out alors, bon, alors, je répète, la cirrhose, c'est des nodules de régénération. Avec le temps, ces nodules de régénération vont devenir dysplasiques. À la base, c'est toujours la porte, la vascularisation portale qui l'emporte sur la vascularisation artérielle. 2 tiers, 1 tiers. Au fur et à mesure que le nodule va devenir dysplasique, il va y avoir des shunts qui vont se faire et c'est l'artère qui va prédominer dans la vascularisation de ces nodules qui vont devenir cancéreux. C'est pour ça qu'on a un wash-in, donc captation du produit par l'artère, et ensuite wash-out. Et n'oubliez pas la capsule.